d'être venu de Saint-Omer, du Pas-de-Calais, de Lille, pour les aventuriers, ou de plus tard. Comme vous le savez, Christian et moi, nous avons démarré une aventure qui est d'abord l'aventure de sa vie et qui s'est matérialisée, comme vous le voyez à l'écran, nous on a un retour. Christian, il y a Martine à la ferme et Christian chez l'imprimeur. D'accord ? Donc Christian, qui il y a quelques semaines, était chez Nord Imprime pour voir... C'est bon, ça marche ? Oui. Pour voir un petit peu la sortie de ce livre. Un moment important. On vous avait promis, puisque nous avons lancé une campagne de financement participative, de faire cette œuvre ensemble. Merci d'abord d'avoir permis son financement, de le faire en local. Donc cette imprimerie, c'est à Steenvoorde. Et sur l'écran, vous voyez effectivement Christian chez l'imprimeur, il y a quelques jours, on va dire, quelques semaines, même pas. Voilà, 2 semaines. Et puis sur la photo, vous voyez également, pour ceux qui connaissent, l'aérodrome de Longnes. Il y a des aficionados ici, des amoureux de l'aéromodélisme, de l'aviation, qui sont des proches également de Christian. Eh bien, notre projet d'écrire cette histoire, elle est née là, en fait, puisque lors de l'inauguration de ce monument, où on voit un monsieur, un vétéran, qui à l'époque avait 108 ans, et qui avait travaillé en tant que mécanicien à proximité immédiate. Philippe, on est quoi, à 1 kilomètre à vol d'oiseau, c'est ça ? Et donc à cette occasion-là, eh bien, j'ai rencontré Christian, qui bien sûr, comme certains le savent, était avec son appareil photo, puisqu'il a de nombreux talents, dont celui-là. Et c'est à cette occasion-là qu'il m'a expliqué qu'il était... intéressé par toute la période de l'aviation, parce qu'elle soit Première Guerre mondiale, mais surtout seconde, puisque ce site avait été choisi par les Allemands. Je te laisse intervenir, Christian, quand tu le veux. Ok ? Voilà. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, demander à Charles de Backer, qui est là, ici présent, de venir à nos côtés, avec Philippe aussi. Pourquoi Philippe et pourquoi Charles ? 2 personnes qui sont bien connues dans l'Audomarois. Je vous en prie. Alors, Charles de Backer, pour ceux qui ne sont pas de la région, c'est une personne délicate, sachante, qui a travaillé avec Rosemary Pasquier de longues années au sein des antiquaires de la Morinie. Christian a souhaité que Charles écrive la préface de ce livre. Philippe Kest, bien vous le connaissez, directeur de la Coupole, nous a proposé ou a accepté, je ne sais plus comment ça s'est passé, bref, ça s'est fait, de vous accueillir ici en ce sens, parce que ça faisait sens. Alors je vais passer le micro, Christian, tu passes le micro à Christian et moi à Charles, ou inversement. Et on va vous demander un petit peu pourquoi l'un et l'autre vous avez accepté de vous investir, avec une connotation particulière, comme vous le voyez, Charles, je lui dois le respect, d'accord ? Et pas que pour son savoir, mais également pour son âge, ce qui fait qu'il a vécu cette période et que ça faisait vraiment sens de lui donner la parole, de lui donner la plume pour qu'il éclaire de son savoir cette histoire. Donc ça, et ensuite la Coupole, Philippe, sentez-vous libre d'expliquer pourquoi vous êtes investi. Charles, à vous l'honneur. Merci beaucoup, Anne. Eh bien, vu mon grand âge, je vais m'asseoir à côté de Christian. Bien, lorsque Anne Van Eyck m'a proposé de lire son manuscrit, je vous avoue que j'étais un peu circonspect. En effet, je trouvais qu'elle avait choisi un sujet difficile, délicat même, et je me demandais un peu quels seraient les sentiments et, on va dire, les souvenirs qu'en tirerait le lecteur. J'ai donc lu ce livre avec intérêt et
je vous avoue que je l'ai trouvé passionnant. Passionnant. J'en ai retiré 2 ou 3 sujets de réflexion que je vais évoquer simplement, mais très rapidement si vous voulez, avec vous. Le premier, je dirais, c'est la famille, l'importance de la famille. Le livre d'Anne Van Eyck est une véritable réhabilitation. Et de Christian. Anne Van Eyck et Christian. Vous m'entendez? Oui, J'allais dire des origines et de la famille de Christian Besse. En fait, Christian est né dans une famille normale, je vais dire, avec un père dont il porte le nom, avec une mère à qui je crois aussi il doit beaucoup. Et c'est un couple qui, je pense, était solide, était uni, et qui s'est écroulé, bien sûr, avec la mort du père. Pardon. J'ajouterais que c'est un peu par défaut, si vous voulez, que l'importance de la famille apparaît dans ce livre. Parce que c'est précisément l'absence de famille qui est due d'abord à sa maman, qui était orpheline, et qui a été véritablement traumatisée, j'allais dire, par ce qui lui arrivait. Et il s'en est suivi de pratiquement tous ses malheurs. Il n'a d'ailleurs retrouvé la sérénité qu'en renouant, qu'en fondant lui-même une famille et en renouant avec sa famille allemande. La famille est présente dans tout le livre et je crois qu'elle apparaît vraiment comme la cellule de base de notre société. Alors, si vous voulez, deuxième remarque, c'est le contexte historique dans lequel se sont rencontrés ses parents. En fait, cette rencontre se situe tout à fait au début de l'occupation et il est important, je crois, de souligner que à cette époque, la France et l'Allemagne ne sont plus en guerre, ne sont plus en lutte ouverte, sinon. Les Allemands rêvent encore de... Il y a un problème, non? Oui, enfin, les Allemands encore, comme rêve, j'allais dire, d'intégrer la France. Comme ça? C'est mieux? D'intégrer la France dans une Europe germanisée, et en conséquence, ils ont donné à leurs troupes d'occupation des consignes vraiment très précises. Comme ça? Je n'ose plus bouger. Bien, est-ce satisfaisant maintenant? Bien. Oui, nous sommes donc, si vous voulez, dans la première année d'occupation et dans une période d'armistice qui est tout à fait, j'allais dire, tout à fait particulière. Les Allemands veulent, d'une certaine façon, veulent se faire accepter. Et leurs troupes ont des consignes très précises de correction vis-à-vis de la population, et plus que ça, d'assistance, d'aide, de remise en marche de l'activité
et d'un retour à une sorte de vie normale. Alors ça ne va pas durer très longtemps, mais disons que c'est le cas au moins de la première année d'occupation. Cette attitude des Allemands, j'ai envie de dire, est appréciée des Français. Et j'ai cherché dans la littérature, si vous voulez, un peu d'aide, c'est-à-dire un texte qui traduise bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé quelque chose chez Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est une référence quand même, hein, qui a fréquenté des soldats allemands, qui est rentré chez elle dans un camion allemand avec des soldats allemands. Et qu'est-ce qu'elle nous en dit? Elle nous en dit qu'ils étaient beaux. Bon, alors, évidemment, une mauvaise langue dirait que par rapport à Jean-Paul Sartre, bon, la comparaison était facile. Mais elle ajoute ensuite cette phrase que je vais me permettre de vous lire. Elle dit « Ils étaient vraiment gentils. Ils ne semblaient pas particulièrement exécuter des consignes, mais avoir spontanément envie de rendre service. » Qui dit mieux? Qui dit mieux? Beau et gentil, je crois qu'Arthur l'était, et vous connaissez la suite. Oui, il y a encore un dernier point que je voudrais évoquer, et qui aurait dû être le premier. C'est la force de caractère de Christian Besse. Il part dans la vie avec tous les handicaps. Il a tout pour, je vais le dire vulgairement, finir dans le ruisseau. Et à force de caractère, il va surmonter l'un après l'autre, j'allais dire, toutes les difficultés. Les difficultés à l'école, il va reprendre les études, il va, comment dirais-je, trouver un métier, il va faire son service militaire dans une arme d'élite, il va fonder une famille, il va se trouver des hobbies enrichissants, la photographie, etc. Il va voyager, j'ai envie de dire en un mot, il va réussir sa vie. Alors, j'ai envie de lui dire pour terminer, bravo, vraiment, bravo, et merci à Anne d'avoir su transformer un peu ce roman d'aventure, j'allais dire, en un livre très enrichissant. Voilà, bonne soirée. Je crois qu'il y avait un merci que je partage. Merci beaucoup, qu'on a été ravis de ces moments passés avec vous, Charles. On vous souhaite une longévité aussi importante que Henry Allingham, qui a fêté ses 108 ans, même plus, hein, je crois qu'il a fêté 113 ans, donc vous avez encore temps à nous apprendre. Philippe, est-ce que tu peux nous rejoindre? Merci beaucoup. Alors, voilà, Philippe, tu es chez toi, donc... Je peux même rester debout. Alors voilà, la coupole nous accueille ici, vous accueille ici. C'est dans l'ADN de la coupole. Pourquoi tu l'as fait, comment tu le fais, et voilà, dis-nous. Ça m'a semblé évident, je dois dire, quand on s'est rencontrés. Je ne sais plus comment c'est venu, mais si c'est nous qui vous avons accueillis, ou si on a dit oui, comme tu disais, ou voilà. Donc non, plus sérieusement, je crois qu'on était très contents on est très contents de vous accueillir toujours ce soir. Que vous soyez aussi nombreux d'ailleurs, peut-être que je recule un petit peu, que vous soyez aussi nombreux ce soir et venus pour la présentation du livre. Moi je parlerai du point de vue de l'historien,
Je dirais que ça fait sens. Ça fait sens parce qu'ici, il y a encore quelques jours, on avait un colonel de l'armée de l'air qui était ici, qui nous présentait le CEMOS, qui est un organisme de l'armée de l'air qui s'occupe de récupérer les photos non plus aériennes mais satellitaires pour le renseignement, de les traiter. Et aujourd'hui, on parle d'armée de l'air et de l'espace. On est sur une ancienne base de lancement de fusées, puis on est, Anne, tu l'as dit, juste à côté d'un lieu important qui est cet aérodrome des Bruyères, qui est le premier aérodrome du territoire, qui a surtout été, on l'a dit il y a quelques années, pour le centenaire, à l'origine de la naissance de la Royal Air Force, c'est pas rien. On a même parfois contesté un peu cette idée. On a fait une exposition, on a démontré, puis surtout, il y a eu au mois de septembre 2018, le petit-fils de celui qui avait créé la RAF, hein, Lord Allingham, qui a dit ces quelques mots: je ne sais pas si la RAF est née à Saint-Omer, mais elle a été conçue ici. Donc c'était une belle preuve pour tous ceux qui mettaient en doute le fait qu'on avait dit, que c'était le berceau de la RAF. Et puis autre épisode, la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, avec la présence allemande, et quelle présence, avec des chevaliers du ciel aussi, comme ceux de la RAF, la JG-26, qui est extrêmement connu parmi les spécialistes. On connaît Adolphe Galland notamment, hein. On connaîtra certainement un peu mieux maintenant Arthur Best, qui l'a aussi dirigé. Et tous ces gens se sont rencontrés, je pense aux gens de la RAF et de la Luftwaffe, notamment lors d'un épisode qui est resté assez célèbre, c'est celui de Douglas Bader, en 1941, qui tombe ici à côté de Saint-Omer, qui est ramené à Saint-Omer, et les échanges entre Douglas Bader et Adolphe Galland seront plus que cordiaux, puisqu'on va ouvrir le ciel, et la Luftwaffe va faire ouvrir le ciel pour lui permettre de lui parachuter de nouvelles prothèses, puisque ce monsieur, Douglas Bader, pilotait sans jambes. Voilà, il était cul-de-jatte. Et puis, le fait aussi d'avoir demandé à la préface à quelqu'un qui a écrit un très bel article et qui nous a fait une conférence qui restera gravée pour moi dans ma mémoire, sur le bombardement américain de 1943, avec Charles de Backer, qui a réussi à nous tenir en haleine alors qu'on connaissait la fin de l'histoire, un petit peu comme quand on fait un film sur le Titanic, voilà. Et c'était une conférence mémorable, et donc je trouve que la boucle est bouclée aussi. Voilà, c'est une belle histoire de l'aviation. C'est pas que ça le livre, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais du point de vue de l'historien, ça semblait logique que ça soit ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. C'est l'occasion de vous dire des choses, donc c'est l'objet. Alors, donc, on a quelques personnes qui sont à nos côtés, et nous allons vous compter, entre guillemets, sachant que, en tant que bon promoteur d'un livre, on ne vous dira pas tout, puisque peut-être que ça vous donnera envie de faire cette acquisition. Certains l'ont déjà fait, mais voilà. Il y a également les antiquaires de la Morigny, qui sont aussi un lieu de lecture publique. Donc, sur la photo, on voit... Donc Simone, avec 2 N, ce n'est pas une erreur d'orthographe, donc la maman de Christian, qu'elle tient ses genoux, ainsi que la maman de Catherine, ici présente, et qui vient quand même du Calvados. Voilà. Bon. Donc merci de sa présence. Arthur, B-E, B-2-E-S-E, donc officier. Alors, Oberlieutenant, mais on n'a pas de photo. Là, il est encore lieutenant. Attends, voilà, ok. Oberlieutenant, c'est une bibliothèque ambulante. Donc cette carte postale est assez intéressante, touchante de mon point de vue, puisque au dos, vous avez une photo de Christian, qui a alors 1 an et demi, hein. 18 mois là. Et donc au dos, Simone va écrire: Christian a quitté Saint-Omer le 4 février 1944 à 5h du matin. Arthur, départ 12h45 Douai. Concrètement, je vous fais le spot. Christian a 1 an et demi. En 1944, les Allemands en sont certains. Le débarquement aura lieu par le Kent sur la côte d'Opale, et le Pas-de-Calais, donc Saint-Omer, sera assiégé, sera démantelé, sera bombardé.
Et donc, un geste salvateur est envisagé par le père et la mère qui, ensemble, décident d'emmener Christian en avion en Allemagne, de manière à le mettre en sécurité dans sa famille paternelle, paternelle. Donc, quel avion, on ne sait pas, mais cette carte inscrite avec de la main de Simone est particulièrement touchante. Donc voilà. Ensuite, Saint-Omer, là, les photos qu'on vous met, sachant qu'on a décidé de vous mettre des photos qui sont dans le livre, avec d'autres photos ou des colorisations, qu'on a un petit peu hésité. La photo où vous voyez les avions, là, des Messerschmitt ou des Focke-Wulf, Messerschmitt, ça sont des Messerschmitt, j'arrive pas à reconnaître les Focke-Wulf, hein, bien sûr. À Clermarais. Donc voilà, cette photo a été prise à Clermarais. D'accord ? La photo qui est dans le coin est celle d'un crash, d'Arthur, qui a eu lieu à 800. Vas-y, tu peux... La bataille d'Angleterre, ça. Il venait de mission et il était suivi par un Spitfire. Et au dernier moment, en approchant de la côte, il a mitraillé et là, il a été descendu, quoi. Donc, il ne devait plus y avoir de carburant parce qu'en voit l'aile, quand il y a en voit l'aile, il y a des trous de balles dans tout. Et là, il en a vraiment un coup de bol d'avoir réchappé, puisqu'il y a une balle aussi qui est venue à l'arrière du cockpit. Mais là, il y avait une tôle, enfin une plaque d'acier, pour empêcher. Sinon, là, il aurait déjà été. Il prenait une balle dans la tête par l'arrière. Donc, à cette époque-là, on est en pleine campagne d'Angleterre. Hein. Là, on est à la bataille d'Angleterre, et là, on est le 24 août. 24 août 40. Ok. La suivante, là, c'est une photo qui a été prise du côté d'Abbeville. Oui, Abbeville. Ligescourt, peut-être. Donc, où on voit Arthur au centre, avec ses mécaniciens, sachant que généralement, il y avait 2 mécaniciens pour un pilote. Mais ce sont des photos qui font partie d'une collection privée, qui sont assez remarquables et qu'on partage dans le livre, parce que ça parle quand même d'une page d'histoire importante. Et là, c'est un empennage de... Ok, Focke-Wulf, donc un autre... 190. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Alors, donc, dans les invités qui sont ici à l'écran, on a Joachim Schöpfel, que je vais d'abord présenter, qui est allemand, qui a, pendant 30 ans, d'abord enseigné, si j'ai bien compris, à Hambourg. Sa spécialité étant la science de l'information et de la communication. Il est actuellement un ch'ti, par adoption, puisqu'il est professeur maître de conférence à Lille 3, même si là, il est avec nous depuis Nancy. Pourquoi est-il avec nous ? Tout simplement parce que Christian l'a appelé en 2008-2009, avant que Joachim ne vienne dans le Nord, en disant « J'aimerais vous contacter parce que mon père, donc là, ça c'est un repas qui a eu lieu à Bonne-Angelard. Avant le retour en France, après la bataille d'Angleterre. C'est-à-dire que c'est un repas de remobilisation, de reconstitution des équipes après la campagne d'Angleterre, où des pilotes ont été réunis pour être remobilisés et commencer de plus belle cette invasion. Arthur est juste, voilà, maintenant vous commencez à le reconnaître, il est devant la dame qui fait le service, et à sa gauche, donc à ma droite, vous avez le père de Joachim. D'accord ? Donc, dans son investigation, il faut savoir que Christian a effectué de nombreux contacts avec Christelle pour, à partir de ces pièces, contacter de nombreuses personnes en Allemagne, en France, en Belgique. On a également quelqu'un qui vient nous rejoindre tout à l'heure. Donc, on a demandé à Joachim d'être présent à nos côtés. Cette photo les réunit également, encore prise à Clermarais. Photo noir et blanc, et avec la technologie moderne, on a fait une tentative pour la coloriser. On n'a pas gardé cette option dans le livre, mais on voulait vous la partager aujourd'hui. Donc, photo prise à Clermarais avec à droite Arthur, à gauche Gerhardt. Et donc, si Nicolas peut nous aider à donner la parole à Joachim, déjà, on voulait vous remercier d'être avec nous, même si moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer il y a peut-être un mois, par hasard, chez Christian.
et aussi partager sur ce qu'on sait en tant que fils d'Allemands, puisque vous êtes né en 57. Ce que vous avez su de cette page d'histoire et comment vous digérez, entre guillemets, cette page d'histoire en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte. C'est pas facile pour Christian, vous le savez, hein, parce que on a parlé de fils honteux, fils de Bosch, c'est quand même une enfance, une adolescence qui a été meurtrie. Comment ça se passe quand on est fils d'Allemand? Je crois de savoir que vous avez choisi d'être objecteur de conscience, mais dites-nous, je pense que c'est l'occasion de vous écouter. Vous avez l'habitude de parler devant une foultitude de personnes. Oui. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? C'est bon. D'accord, très bien. D'accord, alors, déjà, bonjour à tout le monde et merci Anne, merci Christian de m'avoir invité. C'est un peu particulier pour moi, c'est pour la première fois que je parle en public de mon père, donc ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent, et surtout pas dans un contexte pareil. Mon père, Anne, vous l'avez dit, donc c'était un camarade, je crois que plus qu'un camarade, mais aussi un ami du père de Christian. Il venait de la même région, et je crois que c'est ça qui a dû les rapprocher. Ils ont volé ensemble. La différence entre nos deux pères, c'est que le mien, il a eu plus de chance. Il a failli se faire tuer. Il s'en est sorti. Il a été fait prisonnier 3 fois par les Tchèques, par les Américains. Ensuite, quand il est retourné chez sa femme dans le Brandenburg, donc il a été amené, fait prisonnier par les Russes et parti en Russie pour presque 5 ans. Mais il s'en est sorti. Quand il est revenu, il avait fait un trait sur le passé. Sa femme l'avait quitté entre-temps. Il est parti à l'ouest, donc il a créé une nouvelle famille, nouveau métier. Dans l'aviation, en fin de compte, il a travaillé sur l'aéroport de Cologne. Mais c'était une nouvelle vie. Et puis il parlait. C'était pas un tabou, la guerre, il n'en parlait pas beaucoup, il parlait surtout pas de ses émotions, ses réflexions. Je crois que comme beaucoup d'hommes de sa génération, il ne parlait pas de ses sentiments. On savait, on connaissait sa carrière. Il y avait des livres, il y avait des photos, il y avait des objets. Par exemple, comment on dit ça en français, sa croix de chevalier, le Ritter Kreuz, donc on savait que c'était là. Il y avait aussi ses camarades. Vous avez évoqué Adolf Galland, donc moi je le connaissais, parce que il y avait des réunions. Il venait chez nous de temps en temps, il était à Bonn. Nous, on habitait près de Cologne, donc Mais il nous a jamais amenés dans le nord, le Pas-de-Calais. On savait que il avait participé à la bataille d'Angleterre, qu'il avait été commandant de ce Jagdgeschwader 26, JJ-26. Donc oui, bien sûr, on le savait. L'unique fois où il nous a amenés à un lieu de souvenir, c'était en 73, en 74. On a passé des vacances en France, en Bretagne, et sur le chemin, on a fait un détour via la vallée de la Somme, donc où il y a le grand cimetière des Allemands dans le nord de France, à Bourdon, et où il a dit, et c'est ce qu'il a fait, il voulait voir ses amis. Et donc, je suppose qu'il a relevé des noms dans le registre, et donc il a été voir je ne sais pas combien de croix. Je suppose que le père de Christian faisait partie des amis à qui il voulait rendre hommage à ce moment-là. Que dire d'autre? Il est décédé, mon père il est décédé en 2003.
à 90 ans. Il a été enterré avec les honneurs militaires. Donc, comme il n'a jamais fait... il n'est jamais retourné à l'armée après la guerre. Mais l'armée allemande ne l'avait pas oublié. Et bon, faut imaginer ma surprise. C'était 5 ou 6 ans après. Donc, je suis en France depuis plus de 30 ans. Donc, un soir, je reçois un coup de téléphone. On me demande, vous êtes bien Joachim Schöpfel? Oui. Vous êtes le père de Gerhard. Rien que d'entendre ça, je me suis dit, qui m'appelle? Personne ne me demande normalement si je suis le fils de mon père. Et donc, c'était Christian qui avait trouvé où j'étais. À l'époque, j'étais encore à Nancy comme ingénieur au CNRS, juste avant de venir à Lille. Donc, quand je suis parti ensuite à Lille, on s'est vu plusieurs fois. La dernière fois, donc il y a quelques semaines encore. Comment dire de ce que je ressens par rapport à tout ça? Encore une fois, je crois que mon père a eu beaucoup de chance. Donc je sais qu'il a été... il a failli se faire tuer exactement de la même manière que le père de Christian. Il a eu de la chance. Quand je suis avec Christian et quand on parle, je sens comme... c'est peut-être un gros mot, mais comme un frère. Comme un grand frère avec une toute autre vie, un autre destin. Mais je sens qu'il y a quelque chose qu'on partage. Christian m'a montré des endroits à Saint-Omer, Claire-Marais, Longuenesse, Arc que j'avais jamais vu. Je connaissais pas. Sur certains points, je crois que Christian, c'est beaucoup plus mon père que moi-même. Et puis on a une sorte de passé commun, une certaine manière aussi de voir des choses en commun. Donc je suis vraiment ému de participer à cette soirée-là et j'ai hâte de lire le livre, ça c'est certain. Merci beaucoup, Joachim. Encore merci Anne et Christian. Merci beaucoup, Joachim, de cet échange. Stay with us, hein, parce qu'on est très très content de vous savoir à proximité. Mais vous savez que ça touche énormément Christian aussi. Et donc, Philippe, si tu penses qu'il y a quelque chose à collecter comme souvenir, je sais que tu es toujours en connexion et que chacun se sente libre de poursuivre tout ça. Alors ensuite, nous avons commencé par parler d'Arthur. Je voulais vous commencer par vous lire quelque chose, puisqu'on nous allons également parler de Simone. Simone donc est une Flamande qui est d'origine de Saint-Omer et de Lederzel si on remonte. Et ensuite Niorlais, donc c'est une 5-9, mais qui, ne vous inquiétez pas, a fait des classes aussi dans le 6-2. Donc comment dire, alors je sais pas si ça c'est clair. Alors voilà, je voulais quand même vous dire que cette jeune fille est passée par des choses incroyables. La photo que vous voyez en dessous des jeunes enfants, les jeunes enfants sont des Dunkerquois dans une institution dans laquelle elle travaillait, d'abord en étant pensionnaire et ensuite en étant aide enseignante. Eh bien, elle a 23 ans en 40. En 40. Et donc, Dunkerque, en 40, c'est l'opération Dynamo. Donc, elle va se trouver sur la plage en essayant de monter dans un bateau pour évacuer. Ce bateau va être bombardé. Catherine a su, dans les années 60, que sa maman pensait qu'elle ne devait alors son salut qu'à sa foi. Et donc, elle a vu là, quand on parle d'un enfant d'un ciel de guerre, elle a vu les assauts des Allemands à Dunkerque. Et à Dunkerque, il faut vous rendre compte qu'il y a eu 1000 civils dunkerquois qui ont été tués. Hein.
Donc c'était quand même massif. Cette jeune fille va revenir dans l'Audomarois, et c'est là qu'elle va rencontrer Arthur. Alors, donc, vous doutez bien qu'être le fils de Simone et d'Arthur, dans sa jeune enfance, son adolescence, n'a pas été facile. Alors, je lis quelque chose. Après quelques mots échangés autour d'une tasse de café, je lui dis que j'aimerais qu'il me reparle de sa mère, qu'il a toujours appelée mamie. C'est l'un des sujets qui le bouleverse. Il me dit immédiatement « Ah, ça sonnait faux. » Je pense comprendre ce qu'il dit. Cependant, la sagesse acquise par un homme de 81 ans, éclairé par tant de recherches, devrait aujourd'hui lui donner une lecture plus objective, je l'espère en tout cas. Christian, je sais que tu regrettes de ne jamais avoir parlé à ta mère, de ne pas avoir saisi les dernières occasions de l'entendre, de l'écouter alors qu'elle avait l'âge que tu as aujourd'hui. Mais tu reconnais aussi ce qu'elle a fait de grand pour toi. Je suis une mère, parle-moi de la tienne. Ma mère a une vie extrêmement dure. Elle n'a pas su me témoigner l'affection dont j'avais besoin, mais je sais qu'elle a accompli des choses héroïques pour moi, me répond-il. Ce que sa maman a fait notamment, c'est après le décès d'Arthur, 2 jours à peine avoir mis son fils hors de danger, le pensait-il, en Allemagne, eh bien, elle a préparé un voyage pour aller chercher son fils dans une Allemagne ennemie. Elle a essuyé les premiers bombardements à Hasbrouck dans le train. Elle a poursuivi. Et elle est allée chercher son fils après des mois. Ils sont restés là-bas ensemble. Il y a d'autres événements particulièrement douloureux et compliqués qu'on vous laisse découvrir aussi. Mais c'est une mère qui a témoigné, même si c'est difficile de l'appréhender, qui a témoigné un courage hors pair, vraiment hors pair, et je pense qu'il faut lui rendre hommage, n'est-ce pas ? Même si, on le sait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas gris, mais là-dedans, tout est humanité. Et donc c'est ce qu'on veut vous partager. Voilà, donc cette jeune femme, on voit Christian, c'est la photo qui était au dos du message. En fait, Christian est parti en octobre, etc. Et ces personnes-là que vous voyez de part et d'autre du portrait en fusain qui a été confié à Catherine, donc sa fille, et qui figure dans le livre, un portrait qui a été fait à Paris, eh bien visiblement ces 2 personnes ont été rencontrées à Paris, et ce sont des compagnons d'une aventure qu'on aimerait éviter, puisqu'étant à Orselgau, dans la Thuringe, à proximité du mur ensuite, du rideau de fer exactement, eh bien on est à une trentaine de kilomètres de Buchenwald, 50 kilomètres de Buchenwald. Des circonstances particulièrement étonnantes vont amener Simone à accompagner Ginette Thiraud, dont l'orthographe est incertaine, mais qui est infirmière française et qui a comme compagnon un médecin américain. Et tous 3, ainsi que des centaines ou des dizaines de Français, d'Américains, vont assister à la libération de Buchenwald, même s'ils vont être les derniers à l'ouvrir. Il y a également eu des événements à l'intérieur, hein, donc c'est aussi un camp qui s'est auto-libéré. Mais ça veut dire que la maman de Christian, la maman de Catherine, a vu l'horreur, celle qu'on veut éviter, celle qu'on n'a pas voulu mettre dans le livre aussi, par pudeur, parce que c'est d'autres choses. Mais il faut se dire qu'une maman, ensuite, quand elle a élevé ses enfants, eh bien, elle a vu ça. Et ça, je pense que, certes, elle n'était pas internée, mais le voir, ça doit suffire. On a cité dans l'ouvrage une citation d'un journaliste américain qui dit « Buchenwald est au-delà de la compréhension, même quand on a vu, on ne peut pas comprendre ». Voilà pour une partie de ce qu'on peut dire de Simone. Et puis, cet enfant va revenir après quelques temps, après quelques mois, presque un an et demi. Non, revenir en France. Il a fallu attendre la fin de
Rentrer avant. Donc, après le... Mais pas rentrer tout de suite, en mois de mai, on est rentré en fin août, septembre, plusieurs mois après. Parce qu'elle voulait refaire sa vie en Allemagne. Elle parlait couramment l'allemand. Et... Non. Ouais, ça marche. Ouais. Ouais. Donc, j'ai perdu mon fil. Il fallait rentrer... Oui, il fallait attendre la fin de la guerre pour rentrer. Il n'y avait pas moyen de rentrer avant. Et donc, mais elle va rentrer tout de suite, plusieurs mois après, parce qu'elle espérait un peu refaire sa vie là-bas. Mais les Américains, Ginette Thiraud lui a dit, tu ne pourras pas rester ici. On doit laisser la place aux Russes. Nous, on va quitter la Thuringe et les Russes vont venir occuper. Donc là, on a commencé à penser à plier les bagages parce que c'était quand même à l'époque de Staline, ça. Donc il fallait mieux pas rester dans ces parages-là. Voilà. Alors, donc, la manière dont Christian va être exfiltré est assez étonnante. Ah oui. Donc, pareil, il a fallu l'assistance des Américains. Même s'il était adoré, aimé, choyé dans cette famille, et justement, c'était ça qui était complexe à gérer. En arrivant dans ce coin qu'elle connaissait, on va appeler le Marais, hein, c'est pas que 59-62, en l'occurrence Seigneur-Lay, Christian va être confié à sa famille. Donc on sait qu'on a des personnes ici qui sont de la famille Hénon Morel, donc chez des grands-oncles, grand-tantes, qui vont prendre soin de lui. Un Marais qu'on aime tant ici, avec des paysages que Christian va apprendre à aimer, à comprendre, à photographier maintes fois, avec aussi des moments de célébrité inattendue, et en tout cas l'expression d'une passion que j'ai voulu mettre dans cet ouvrage, parce que ça me semblait intéressant de dire qu'à un moment donné, il avait été passionné par la photographie avec quand même des moments de reconnaissance importante, et que c'est cette même passion ensuite qui va l'animer lui et Christelle, et ils vont chercher comme des fous cette histoire. C'est ce même élan. Et quand on est passionné, on peut se passionner pour plein de choses. Alors les photos que vous voyez, c'est la photo de Hermine et Eugène, qui en tant que grand-oncle et grand-tante vont prendre soin de Christian, qu'on voit ici à droite, photo colorisée pour l'occasion, dans son jus dans le livre. Ça veut dire que pendant des années, pendant 5 ans, il va séjourner dans ce marais, justement, pour être à l'abri, parce que la première fois qu'il sort à Saint-Omer, eh bien, il parle allemand. Et donc ça, il faut calfeutrer et le faire passer pour un Alsacien pour éviter qu'il ait des soucis. Donc il va être mis à l'abri, et aussi, pendant ce temps-là, eh bien, Simone va décider de reconstruire une vie. On n'a que peu d'informations sur cette période-là, mais tous les étés, elle reviendra habiller son fils avec des chaussettes blanches ou des chaussures blanches. Autant dire que dans le Marais, dans les années 50, c'est un peu... voilà, hein, c'est pas tout à fait à propos, et que Christian se demande un petit peu pourquoi, comment. Hein, sa mèche, elle est nickel. Et ce Marais, eh bien, on le décrit c'est le Marais d'après-guerre, dans les années 50, qu'on décrit dans un premier chapitre. Le parti pris étant d'abord un premier chapitre qui explique comment on s'est rencontrés, pourquoi on fait le bouquin. Le deuxième, c'est le Marais, parce que de 3 à 8 ans, c'est le paradis. C'est le paradis simple, sur Terre. Ah oui, tout à fait. Parce que là, tout le monde savait d'où je venais, mais j'ai jamais subi aucune attaque, aucune insulte, rien du tout. Tout le monde me connaissait. Et j'étais le petit blanc. J'étais le petit blanc qui... Non, attends. Ah non, j'étais le petit blanc, c'est tout, quoi. Maintenant, t'es le petit blanc. Voilà. Donc en fait, c'est aussi d'expliquer que ces années d'après-guerre, de raconter aussi que, notamment, il avait su en tant qu'enfant qu'il y avait un avion qui s'était crashé dans le Marais, que le frère d'Eugène l'avait trouvé, etc. Donc c'est des histoires du Marais, mais la quiétude, entre guillemets, d'un univers dont on l'a extrait, et ça veut dire que c'est en sortant, en arrivant dans le Lisel, qu'il s'est rendu compte que, paf, c'était comme vous connaissez l'expression, un fils de Boche, quoi, avec toute la violence qui se greffe là-dessus.
Donc voilà, on a voulu rendre hommage à ces deux personnes qui ont beaucoup compté pour toi, Hermine et Eugène, qui dans le dénuement, pas le plus complet, mais quand même, voilà quoi, c'était... Oui, tout à fait modeste. Hein. Modeste, hein, vous allez voir. C'était pas d'électricité, c'était les années d'après-guerre, c'était quand même compliqué, mais tu en gardes un souvenir merveilleux. Ah bah oui, il y avait l'électricité jusqu'au bout du village, mais de l'autre côté, du côté de la route. Et eux, là, on était de l'autre côté de la rivière, et l'EDF n'avait pas encore passé de ligne. Donc j'étais vécu là plusieurs années sans électricité, la lampe à pétrole, dans la maison, été comme hiver. Ah, hein. Alors, donc... voilà, ça c'est une époque, quand il a 60 ans, c'est-à-dire que pendant des années, il ne va pas beaucoup parler de sa famille, même si, entre-temps, il aura des contacts avec sa famille allemande, il ira dans les années 60 en Allemagne, mais à partir des années, quand il aura environ 60 ans, il va se passionner, il va investiguer son passé, et j'aimerais que Dirk puisse nous rejoindre. Alors, Jitka, elle est là. Ok, Jitka, you're here. I'm gonna translate, if possible, what you'll say, but... Can you hear me? We hear you. Nous vous entendons. Alors, deux personnes qui sont connectées, je vous en prie. Hein. Dirk, un historien belge, personne n'est parfait, moi aussi. Enfin, moi je ne suis pas historienne, mais... on a su que Christian a fait des démarches auprès d'inconnus, et puis parfois c'est les gens qui sont venus vers lui ou qui ont permis de faire des connexions. Jitka. Yes. Okay, you will speak English, I will translate if possible. Christian. Okay. Christian, so... Shall I start? Or maybe if Dirk speaks first, because I would like to say hi, Dirk. Ok, donc je vais laisser le micro à Dirk, parce qu'il va expliquer comment les connexions ont été faites, et pourquoi. Je dois dire que je suis néerlandophone, mais je vais quand même essayer de m'exprimer en français. Hello, Jitka. Maintenant, je vois deux générations. Enfin, j'ai eu l'honneur aussi de... le départ de tout, c'était la recherche de livres sur le combat aérien du 5 mai 42 au-dessus de la frontière franco-belge, pendant laquelle, dans un quart d'heure, 5 Spitfire ont été abattus par la Luftwaffe. 4 pilotes de Spitfire n'ont pas survécu, mais le seul qui a survécu était le Squadron Leader Fighter, le père de Jitka, qui était capable de faire un atterrage forcé à Hardifort près du mont Cassel. Et c'est le père, le lieutenant Arthur Bèze, qui l'a abattu. Et je savais que il a fait un atterrissage forcé à Hardifort, le Squadron Leader Fighter, mais je voudrais savoir justement où. Et j'ai lancé dans la Voie du Nord un appel pour avoir des témoins, et j'ai rencontré quelques témoins qui m'ont dit où exactement le Squadron Leader Fighter, le père de Jitka, a fait cet atterrage, et j'ai été capable de reconstituer les premières heures d'évasion de Fighter, qui finalement a réussi à regagner l'Angleterre quelques mois après. Je dois d'abord dire à Joachim Schöpfel que j'ai contacté assez bien des pilotes aussi de l'OTAN, entre autres son père. J'ai correspondu quelques années avec lui et il m'a aidé beaucoup. Tapé de ce témoignage, merci beaucoup au nom de la part de ton père, oui.
Donc, je voudrais savoir où votre père avait abattu exactement le squadron leader Feitel. Je l'ai retrouvé et j'ai même retrouvé l'endroit où le squadron leader Feitel s'est caché pour quelques heures dans un fossé pendant la nuit pour échapper aux Allemands. Je voudrais aussi contacter non seulement les pilotes d'OTAN, mais aussi les enfants. Donc je suis été en contact en 1987 avec le squadron leader Feitel. J'étais invité aussi à sa maison à Prague. Et je pense que c'était la même année, au 2 ans, jaar 2000, en 2000, j'ai téléphoné à Christian et j'ai promis de venir à sa maison, mais ça a duré jusqu'à 3 ans plus tard parce que j'étais père de famille et j'étais dans l'enseignement, on a fait beaucoup de travail. Mais je l'ai rencontré en août 203 à sa maison et il a déjà à ce moment-là raconté de son enfance très difficile, je dois dire, à cause que son père était allemand. Mais c'était un homme très aimable et encore parce qu'il a raconté tout à quelqu'un qu'il ne connaît même pas à ce moment-là. Et le même an, j'ai eu contact à nouveau avec Jitka. Jitka a décidé de venir en France pour voir où son père s'était caché dans le fossé et où il était atterri. Et pendant qu'on visitait Hardifort, j'ai parlé de Christian et elle m'a demandé si elle pouvait avoir son numéro de téléphone. Et je pense que Jitka va dire encore plus tard que si c'est passé après ça. Je m'appelle un moment, pour finir, Jitka a rapporté de Prague une pierre, un pavé. Et je pensais qu'elle a volé de la route des pavés de Paris-Roubaix. Mais cette pierre a été donnée de son père et son père l'a demandé, pouvez-vous le planter, enterré dans le fossé où je restais pour quelques heures pour me cacher pour les Allemands. Et il a fait comme ça. Et j'ai correspondu avec le général Feitel toutes ces années et aussi invité dans sa famille. C'est une famille formidable, aimable et aussi votre famille était aimable. Je me rappelle vraiment la chaleur de ta visite chez vous et la famille c'est important comme j'ai déjà dit, j'ai entendu dire. Merci beaucoup Dirk. Jitka, que vous voyez ici à l'écran, la photo. Jitka, you see the picture you sent. Okay, so here I am. Jitka, you saw the picture you sent us. So those two pictures, une photo prise dans la cuisine de Christelle qu'on voit également à l'écran et Christian. Et sur la table, on the table, you see a book. Vous voyez un livre. Eh bien, ce livre, c'est l'histoire de la vie du général Falch, qui combattait dans la Royal Air Force en tant que Tchèque. Ils étaient 2500 aviateurs tchèques dans la Royal Air Force, mécaniciens tout compris. Et donc, dans ce livre, in this book, la photo. Je comprends. Okay. La photo que vous voyez là, qu'on a reprise dans le modeste livre ici, est également reprise dans le livre tchèque, où elle explique qu'il y a une sorte de réconciliation post-mortem avec 2 combattants aériens qui se sont retrouvés dans le ciel et qui n'avaient rien l'un contre l'autre, mais il y avait juste une mission.
So it was important for us to have you here with us, even by Teams. And I let you say what you feel with your words to Christian, so that you can, you haven't been in touch for maybe 1 or 2 years. So please feel free to say whatever you want. Donc ça va être pour toi ça. Oui. Bon, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment heureuse pour la possibilité de participer pour quelque temps à ce soir. Et je suis profondément touchée pour la possibilité de saluer Dirk et Christian parce qu'on ne s'est pas vu pour longtemps. Malheureusement, mon français n'est pas bon. Alors, si vous permettez, je vais continuer en anglais parce que il y a beaucoup de choses que je veux dire à tout le monde, à vous. Okay. Oui? First of all, Bon, alors, first of all, Zitka, your malheureusement, je peux pas maintenant voir Christian. Yes. Just to congratulate for your French. Your French is perfect. Okay. No, we listen to you, and I will translate. Okay, so the first time I met Dirk, it was 2003, right? Première connaissance en 2003. We arrived to Hardiford to see the place where my father was shot down the 5th of May 1942. By the end of this extraordinary day, Dirk told me, Jitka, there is one more thing I would like to tell you. The son of the pilot who shot down your father lives a couple of villages from here in Saint-Omer. Okay, let me translate, because if not I will lose the... donc, jour béni qu'elle évoque en mai 2003, où Dirk à Hardifort lui dit, il y a quelque chose d'autre qu'il faut que tu saches, que c'est qu'à quelques villages d'ici vit le fils d'Arthur. Please, come on. Bon, alors... je sais, what is he like? I mean, it was a shock, and that was too much, because imagine that one day you are on the place where the decision was made whether you could be born or not, and at the same time you learn about Christian. So I told myself, I will have definitely to contact Christian. Un choc. Gave me the... Ok, c'est un choc pour Jitka parce qu'elle est c'est un endroit où physiquement elle s'est dit, à cet endroit-là, il y a quelque part une décision qui était prise entre est-ce que tu vas vivre, c'est une enfant qui est née après-guerre, ou est-ce que tu ne vas pas vivre, c'était l'un ou l'autre entre guillemets. Et donc c'était une émotion importante, mais il fallait qu'elle rencontre le fils d'Arthur. Ok. Alors, when we came back, I wrote Christian, and imagine that I received the first answer from him this year. It's just 20 years, because it was 2004. So since that time, we keep correspondence. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 20 ans cette année qu'elle a envoyé une première lettre, non, qu'elle a reçu une première réponse, ou j'imagine l'un et l'autre, de Christian, et depuis ce moment-là, il continue à avoir des liaisons épistolaires. Avec Christelle, c'était un peu plus fréquent, c'était plus facile, mais c'est pour elle, pour Jitka, c'était aussi donc très important d'être là. In their letters, Crystal and Christian several times repeatedly invited us to Saint-Omer. And we finally did it in 2009 when we came to Saint-Omer. And what a wonderful time we had, really. We
narrated the stories of our fathers. Crystal offered wonderful wine and French cheese. And then Christian showed me the chronicle, where, to my surprise, there was one page devoted to my father. Alors, en 2009, Jitka et son mari ont fait le voyage à Saint-Omer. Ils ont été accueillis comme il se doit, avec du bon vin et du bon fromage. Et donc, une de ces surprises, ça a été de voir que dans les chroniques, entre guillemets, qui étaient tenues par Christian, il y avait une page complète qui concernait son père. Ok. And I really must say that I felt so relaxed, so free, so pleased with the fact that both Crystal and Christian are such decent and peaceful people. Alors, elle a été très touchée par le fait que Christelle et Christian étaient très paisibles, très accueillants à leur égard. Et donc ça, c'est un souvenir marquant qu'elle souligne encore. And when in 2012 I wrote the book on my father, General Feitel, with one of the best Czech war historians, we came to Saint-Omer again, and I gave that liver to Christian. Alors quand en 2012, Jitka a sorti entre guillemets le livre concernant son père, un général qui est un héros de cette nation, dans lequel figure cette photo et ce passage sur leur amitié, eh bien elle a voulu offrir ce livre qui trône dans la bibliothèque de Christian et Christelle. Okay, thanks a lot. Do you need still to, or do you want still to add something, because so that we can? Yes, I just wanted to say to close. I just wanted to say that for me, the acquaintance with Christian means something very special. Somehow, I look at him as my Gemini, as our fathers, just for a glimpse of time. Were confronted in the air combat, and Arthur Beze shot down František Feitel. Two excellent pilots, but also two ordinary people. And if it's not of the war, they were not against them. So I am glad that today Jitka and Christian can be and really are friends, despite of the fact that their fathers were war enemies. Thanks, Jitka. It's really important what you've said, so I hope not to miss anything. Donc d'abord terminer par le fait qu'elle est très heureuse que le fils d'Arthur et la fille de Général Falch puissent être amis maintenant, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, ils n'auraient jamais été ennemis. Ils ont été d'excellents pilotes chacun dans leur armée, mais que c'est une sorte de réconciliation qui est très importante pour l'un et pour l'autre. Elle regarde un peu Christian comme son frère de lait, elle parle de gémellité, donc voilà, c'est un lien qui est important et que je suis contente qu'on puisse honorer aujourd'hui. Thanks a lot. Christian, qu'est-ce que tu veux dire? Merci beaucoup. Okay, a bit emotional, you guess. So, merci, thanks for everything you said and more, what you shared. So we continue, but thanks a lot for being there, here with us. Okay? Merci beaucoup. Nous vous remettons ici quelques photos qui sont issues de la collection. Alors là aussi, on a fait un test, colorisé ou pas. Il y a quelque chose qui retrace également sa formation de pilote. Ça veut dire que 2 ans avant le démarrage de la guerre, les armées étaient préparées et qu'après une expérience chez un orthoptiste ou opticien, Arthur s'est engagé pendant 2 ans de formation de pilote puis de chasse
On a Christian et sa famille allemande ont accumulé un certain nombre de photos. Il faut aussi vous dire que le fait qu'on écrive le bouquin a fait que il a reçu encore il y a un mois une photo avec un cadrage différent, mais ce qui change tout en fait, parce que grosso modo il avait posé son brevet au-dessus de la croix de guerre, et ça veut dire grosso modo le pilotage est supérieur à la croix de guerre. Donc il y a eu plein de choses qu'on a encore reçues, et certainement plein de choses qu'on va encore découvrir. Je parle au nom de Christian. Ici, on a parlé de Adolphe Galland. Adolphe Galland, c'est l'as des as. Alors, ceux qui aiment l'aviation le connaissent, ceux qui habitent Audembert ici, il y en a quelques-uns, le savent également, puisqu'il a été à Audembert. 108 victoires à son actif. On est as quand on a 5 victoires. L'as des as vous procure, entre guillemets, un atout majeur, puisque du coup, les ailiers travaillent pour vous aussi. Mais il faut savoir qu'il a commencé sa carrière de pilote de chasse en Espagne. Donc, il a déjà démarré bien avant. Donc Arthur a volé avec Adolphe Galland, mais la personne qu'on voit à droite, c'est son frère Paul. Dans la famille Galland, 4 pilotes qui n'ont pas tous volé au même moment, mais qui ont tous volé pour la Luftwaffe pendant le second conflit mondial. Paul est un frère d'armes d'Arthur. Il était en mission pour accompagner des bombardiers vers l'Angleterre, une grande mission qui renouait avec des vols sur l'Angleterre après un certain nombre de mois. Et Arthur est pris en chasse, donc par un Spitfire. Et là, il appelle ses compagnons d'armes qui viennent à la rescousse. Paul arrive à la rescousse. Il déjoue les tirs et la tension du Spitfire. Et en fait, c'est lui qui va prendre les coups, et c'est lui qui va partir en vrille dans la Manche. Donc il se sacrifie pour son compagnon d'armes. Voilà, ça c'est aussi des choses qui sont arrivées et qui m'ont surprise, mais qui sont presque majeures. Alors là, je ne sais pas si on a Dieter, je ne sais pas s'il est là, je ne le vois pas. Donc on souhaitait aussi dans cet ouvrage, il faut se dire que Lisa est la petite fille de Christian. Il y en a 2. Alice est un petit peu trop jeune, mais on peut dire qu'elle a assisté à un échange. Et au terme de cet ouvrage, pour un petit peu terminer et avant de poursuivre, c'est vrai qu'on l'a fait un petit peu en pensant à ses enfants, à mes enfants, mais surtout à tes enfants et tes petits-enfants. Et donc, je vais lire quelque chose pour Lisa, ça te concerne, et ensuite on te donnera la parole, parce que c'est ton papy, quoi, en même temps. Donc, il faut savoir qu'une jeune de cet âge-là, elle s'intéresse pas forcément. D'ailleurs, toi, tu t'es intéressé à ton histoire très tardivement. Et donc, mettre dans un livre des informations, c'est aussi garantir que si un jour son intérêt s'éveille, eh bien, elle puisse chercher des informations ou démarrer une conversation avec son grand-père. Donc pour Alice et pour toi, nous avons décidé d'écrire ceci. J'aimerais que les petites filles de Christian sachent que leur grand-père ne s'est considéré que trop tardivement comme anobli par l'amour qu'il a engendré, et qu'aujourd'hui elles en sont désormais légataires. Donc voilà, alors c'est pas le moment le plus facile pour toi, Christian, puisque ta petite fille va prendre la parole, et après on va soit répondre à vos questions, soit aller nous sustenter avec un petit cocktail juste après. Mais voilà, il y a la coupole, on a la coupole, c'est un centre de mémoire, un centre où on partage la mémoire. Et donc je suis désolée mais tu as accepté de te donner la parole pour clôturer cette présentation, mais voilà, on t'écoute. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui. Donc je ne tiens pas à monopoliser l'attention, je voulais juste dans un premier temps vous remercier, Anne, pour avoir retranscrit et conté l'histoire de mon grand-père. Je tenais également à évoquer ma grand-mère, qui n'est plus parmi nous, mais qui a effectué plein de recherches pour que cette histoire puisse voir le jour. Et je voulais m'adresser à toi, papy.
Je voulais te dire que je suis très fière de toi, d'avoir eu le courage de raconter ton histoire et de la publier. Et je voulais également te dire que tu es plus fort que tu ne le crois et que je suis très fière d'être ta petite fille. Et ce sera tout pour moi. Eh bien, merci. Quel beau compliment. Merci. Je crois que c'est tout ce que tu voulais entendre en fait. Tu l'as fait pour entendre ça en fait, ce bouquin. Bon bah voilà, merci Lisa. Voilà, on va peut-être permettre une ou deux questions, sachant qu'après, bien sûr, hormis les gens qui ont déjà acquis le livre et qui sont là dans la salle, comment dire, en préachat, on vous le donnera. La Coupole nous a fait le plaisir, et non des moindres, d'être contributeur aussi à cette campagne de financement participatif. C'est pas neutre parce que, voilà, en fait, il y a un moment donné où on le fait en disant mais on ne sait pas vraiment si ça va intéresser. Donc c'est aussi un bon, comment dire, une bonne température. Donc si on peut proposer éventuellement une ou deux questions dans la salle, et ensuite on se tient à votre disposition là-bas, autour d'un verre. Et je suis désolée parce que Dieter, c'est le cousin de Christian. Normalement, il devait être là. On n'a pas fait le grand chelem, mais presque. Et Dieter, c'est aussi le jeune de 17 ans qui, dans les années 60, a envoyé une lettre à son cousin avec des mots en vrac, en français. Mais je peux vous dire que l'émotion, elle est incroyable parce que on sent qui témoigne de l'envie de connaître son cousin, ce qui a auguré d'une dizaine de déplacements de Christian et Christelle en Allemagne de l'Est. Donc c'est pas rien. Là, par exemple, je ne peux pas partir quand même vous laisser sans montrer cette photo de cette dame qui tient Christian dans les bras. C'est sa tante Élie qui l'a soignée, qui l'a chérie pendant 1 an et demi. Cette dame qui, en plus, avait perdu son frère mais ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc Christian, c'était un joyau qu'on a enlevé pour revenir en France. Et 10 ans plus tard, eh bien, elle fera le voyage à ses risques et périls. Elle partira à l'Allemagne de l'Est avec la complicité des autorités de RFA pour venir, comme beaucoup à l'époque, hein, mais pour venir rencontrer cet adolescent qui était très distant à l'époque, mais qu'elle chérissait de tout son cœur. Donc elle a été accueillie à Saint-Omer, là c'est dans le Lisel. À la suite, cette Allemagne se divise, la Thuringe, vous le voyez, est séparée par le rideau de fer de proximité. Ça veut dire que dans la famille de Christian, on peut quand même entendre, capter les programmes de la télévision de la RFA de l'époque. Et puis Christian va aller là-bas avec une 403, une bonne 403. Si vous en voyez, c'est super. A priori, ça fait des kilomètres comme pour rire. Il va y aller plusieurs fois. Donc c'est l'expérience d'aller dans un pays communiste de l'époque, d'aller dans les magasins accessibles uniquement avec les marques de Ouest allemand. Et puis on a cette lettre notamment de 65 où il dit je suis bien aise de soutenir cette lettre de toi. Une lettre n'a pas bien de mots. J'attends que tu accueillerais mes mots. Je serai très heureux de soutenir bientôt une réponse sur la France. Je te salue, ton cousin. Ça veut dire que là, Christian et Christelle vont en 65 vont aller rencontrer cette famille sans à ce stade vouloir parler d'Arthur. Il n'est pas prêt. Il est d'accord pour renouer avec sa famille, mais ne pas parler de son père. Et ça, c'est des mécanismes qui sont assez paradoxaux, mais c'est tout qu'on a essayé de livrer tel qu'on les a vécus. Donc la personne qui tient Eric dans ses bras, Eric étant le fils de Christelle et Christian, eh bien c'est le papa de Lisa, pardon, à savoir donc Eric. Ça veut dire que la photo qu'on a vue avant, eh bien elle tient dans ses bras Christian, et puis 2 décennies plus tard, elle tient dans les bras le fils de son fils adoptif, entre guillemets. Donc c'est une histoire d'humanité qu'on ne pouvait pas raconter, en fait. C'est juste ça. En revanche, il faut que vous sachiez que c'est un stress énorme et que le livre était écrit. Et Christian, à un moment donné, je vais te lâcher. Hein. Il m'a dit, non mais ne l'imprime pas maintenant. Attends que je sois mort.
Et puis, je pensais que pour Lisa, pour d'autres, c'était important qu'ils puissent encore échanger, parce que peut-être que Christian va dire à sa petite fille des choses qu'il ne m'a pas dites, et tant mieux. Mais c'est un choc psychologique immense qu'on a du mal à envisager à 82 ans, mais peut-être que tout compte fait, ça c'est beaucoup plus fragile, c'est beaucoup plus engrammé en soi. Et que personnellement j'ai été très touchée, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas fait. Et que je souhaitais qu'il aille en paix le plus tard possible, hein, comme vous Charles, le plus tard possible, mais que pour ceux qui s'en étaient déjà allés, que ce soit Arthur, que ce soit Simone, eh bien qu'ils puissent avoir à travers ces mots écrits une réconciliation. C'est pour ça que c'était hyper important pour moi que Catherine puisse également accompagner Christian, parce que ils n'ont pas la même mère, ils n'ont pas le même contexte, et pourtant c'est la même chair, c'est la même âme qui a parcouru des épreuves différentes. Donc on a eu beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, peut-être même un peu trop. Voilà, quelques questions, une ou deux questions. Vous avez tout compris? Il Il y a une question là-bas. No, ale já jsem je neviděla, to mě moc mrzelo, že ten prostřední obrázek. Chacun son tour. Jitka. J'ai entendu parler de l'avion qui est tombé dans le marais pendant la guerre, qui a été retrouvé par le frère du grand-oncle. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus de cet épisode? Alors, Page, non. Vas-y, c'est à toi, hein. Fais-toi plaisir. Hein. Ah oui, il y a eu... moi, l'histoire m'a été narrée par le fils de celui qui l'a retrouvé, Louis Morel. Sinon, le frère de celui qui m'a élevé, Eugène, s'appelait Jérémy. Et les Allemands avaient perdu leur avion, ils ne savaient pas où il était. Bon, bien sûr, il y avait des nappes d'huile, mais dans quel étang il était, dans quel fossé il était, ils ne savaient pas. Et donc, ils ont demandé à la population de retrouver cet avion dans le marais. Et Jérémy Morel, avec son bateau et des perches, il a sondé, et il est tombé sur l'avion. Donc, on a fait venir les Allemands sont venus, ils ont fait le nécessaire pour le sortir, pour le lever. Et donc ça a été fait. Mais ce qu'il y a eu, les Allemands avaient promis au village de libérer tous les prisonniers. C'est ce qu'on m'a raconté maintes et maintes fois, parce que moi j'étais trop jeune pour avoir vécu ça. Mais on me l'a raconté maintes et maintes fois, des gens de confiance. Et donc les Allemands avaient promis de libérer tous les prisonniers du village. Seulement, il y a eu un incident. Les hommes n'étaient plus là, ils étaient prisonniers. Il y avait les dames, les femmes et les enfants, les ados. Et tout le monde a rigolé quand on a sorti le cockpit de l'eau. Évidemment, il avait séjourné 8 à 10 jours dans l'eau. Il était complètement gonflé. Et tout le monde a ri. Et alors ça a fâché les Allemands. Ils ont dit, bon, maintenant, c'est fini. On ne libérera que 10 prisonniers. Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Et a priori, le maire était en charge de donner la liste des 10 personnes et il s'est refusé à le faire. Donc cette lourde tâche est revenue au prêtre qui, après avoir donné la liste des 10 personnes, a changé de paroisse. Pour éviter, puisque ça vous donne une envergure, entre guillemets, 10 sur un village. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus que 10 prisonniers en France et en Allemagne. Donc c'est aussi sur un petit village, nous, de l'Audomarois, on se rend compte que ça devait être une densité très importante. Je confirme, puisque j'en ai parlé avec Josette. Ça c'est une source sûre. Et Josette m'avait raconté l'histoire que tu viens de nous rapporter. Et donc effectivement, ces dames, ces enfants ont rigolé en voyant le visage défiguré de cet aviateur. Bah, merci en tout cas. Dernière question, ou Philippe, hein, tu nous dis. Voilà. Ok. Bon, après, on est là à votre disposition. Christian a ouvert les vannes de son histoire, donc il sera joignable
pouvez le contacter maintenant qu'il a décidé. Et puis on veut vous remercier d'être présent là. On va vous proposer un petit verre à boire et puis un petit cocktail. Et surtout remercier tous les gens qui sont là. Thanks a lot for being there. Et merci beaucoup Joachim, désolé pour Dieter qui n'est pas là. Et au plaisir de vous revoir. Merci Karine de ta présence.